Bienvenue dans un numéro spécial de mon journal de dirigeant. Je suis très content parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un concept que j'adore et d'un outil que j'adore. En fait, un outil que j'utilise depuis très longtemps dans ma vie sans vraiment réaliser au départ je réalisais même pas ce que j'étais en train de faire, et tu verras quand je vais te le décrire, tu vas comprendre. Je pense que toi c'est pareil. Cet outil s'appelle le flow. C'est un concept qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. J'ai déjà fait des petites vidéos YouTube sur le sujet. En gros, le flow, c'est un état dans lequel tu es très performant et dans lequel tu prends plein de plaisir. Et pour réussir à atteindre cet état, il faut combiner huit caractéristiques. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te partager 5 révélations que j'ai eues en relisant les livres de Csikszentmihalyi. Son nom est compliqué à dire et alors à écrire, je te raconte pas. Donc il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Et donc c'est lui qui a inventé le concept de flow. Alors pourquoi je me suis réintéressé à ça? C'est parce que j'ai décidé de partager tout ce que je savais sur le flow, tout ce qui avait structuré ma vie à propos du flow, avec les membres du ciel, j'allais dire les membres du flow. Mais bref, donc j'ai préparé une série de lives sur ce sujet dont ils vont pouvoir bénéficier. Mais ce qui m'a vraiment percuté en préparant ces lives, c'est que j'ai eu 5 révélations dont je vais te parler aujourd'hui. Bon, pour te le dire simplement, le flow, c'est quelque chose que je ressens aujourd'hui ou que je recherche, que j'essaye de ressentir le plus possible dans toutes mes activités, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient professionnelles. C'est ma plus grande source de bonheur dans la vie. Et je peux dire sans mentir que les moments de flow, ce sont les moments où je me sens le plus vivant. Cette capacité à générer du flow, en fait, c'est la caractéristique d'une personnalité autotélique. Alors autotélique, c'est la combinaison de 2 termes grecs qui disent auto, c'est-à-dire moi-même, et télique, c'est-à-dire objectif. C'est-à-dire, c'est la capacité d'une personne à se fixer ses propres objectifs et à générer son propre bonheur. Et donc, ce que je vais proposer aux membres du ciel, c'est ma méthode pour créer une entreprise qui utilise le flow. Et ma méthode, elle est différente de beaucoup d'autres méthodes qui sont proposées un peu partout pour créer une entreprise où à la fois il y ait de la performance et du bonheur. En général, quand on veut créer une entreprise où il y a de la performance et du bonheur, on dit bah voilà, il faut réunir ces conditions-là. Et c'est d'ailleurs vrai ce qui est dit en général, sauf que je trouve que la meilleure méthode pour le mettre en place, comme d'habitude, c'est de partir de l'individu. Et la première personne dont je veux partir pour créer ça, c'est soit le dirigeant, soit le manager. C'est-à-dire que les lives que je vais présenter, dans le premier live, on va apprendre soi-même à générer sur commande le flow. Une fois qu'on aura réussi ça, on va comprendre ce qu'est le flow, on va savoir l'utiliser mieux, et donc on va pouvoir réfléchir à notre environnement proche, c'est-à-dire nos collaborateurs, et à faire en sorte que chacun de nos collaborateurs puisse aussi expérimenter ce flow, parce qu'on va le voir, le flow, il augmente à la fois la performance et la rétention, ce qui est plutôt intéressant pour un manager. Et une fois qu'on aura fait ça avec nos collaborateurs, on pourra se dire comment je fais pour que ça fonctionne dans toute mon entreprise. Bref, je vais pas faire le live ici, c'est pas l'objet. Ici, je vais te citer mes 5 révélations. J'espère qu'elles te généreront des déclics. La première révélation, je vais te les lister tout de suite, c'est il ne faut pas simplifier les tâches de nos collaborateurs. La deuxième révélation, c'est que la théorie de gratification différée est fausse. La troisième révélation, c'est à quoi vais-je consacrer mes bits? La quatrième révélation, c'est les entreprises les plus performantes sont celles qui auront le meilleur capital social. On verra la définition du capital social. Et la cinquième révélation, c'est oui, il faut une vision. Donc je commence tout de suite avec la première. La première, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, faut pas chercher à simplifier les tâches de nos collaborateurs. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la source du bonheur, pour Mihaly, c'est de devenir un être complexe.
C'est quoi un être complexe? C'est une personne qui a réussi à développer 2 caractéristiques importantes. La première caractéristique, c'est la différenciation. La deuxième caractéristique, c'est l'intégration. La différenciation, c'est quand tu deviens un être unique qui réalise son potentiel. L'intégration, c'est quand tu es intégré dans un réseau d'êtres humains au sein duquel tu as ton utilité. Donc, tu as compris, d'un côté, le plus grand bonheur, c'est de réaliser son propre potentiel qui est unique pour chacun. Et de l'autre côté, c'est de réaliser l'intégration de ce potentiel dans quelque chose qui est plus grand que nous, et entre autres dans un réseau d'êtres humains, dans un réseau social, qui va nous permettre de trouver notre utilité. Mais il va plus loin. En fait, il nous explique que plus une personne réussit à gérer sa complexité, plus elle va prendre de plaisir quand elle travaille. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que l'être humain s'épanouit dans un contexte où il est challengé. Autrement dit, il pense que la complexité est à rechercher et pas à éviter en entreprise. Pourquoi? Parce que plus on essaye de réduire la complexité, plus on démotive les gens. Et donc ça va à l'encontre de la théorie de la simplification, où on veut pouvoir considérer les humains comme de purs exécutants, qui sont toujours les mêmes. Alors c'est sûr, ça simplifierait la vie du manager, puisqu'il aurait plus qu'à transmettre des instructions à exécuter exactement comme il a demandé, c'est-à-dire que plutôt que de gérer des hommes, il gérerait des tâches. C'est aussi ça qui a ouvert la porte à ce dont j'ai parlé dans un autre épisode, au morcellement des processus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part sur un principe de taylorisation, un petit peu du travail, on se dit, je vais découper le travail en plein de petits bouts, puis je vais le donner des petits bouts à chaque personne. Le problème, c'est que quand tu fais ça, oui, ça lui simplifie la vie, elle a plus qu'un petit bout, elle a plus qu'à prendre cette tasse-là et la poser là, ou dire je rentre cette fiche-là, etc. Sauf qu'elle perd complètement la vision d'ensemble de la tâche, et surtout, elle est plus responsable d'une tâche complexe. Et ça tue la motivation, plus que ça ne simplifie la vie de ton collaborateur. Bref, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que au lieu d'essayer de baisser le challenge de nos collaborateurs, on a bien plus à gagner à augmenter leur habileté à gérer des sujets complexes. Et en faisant ça, tu vas améliorer à la fois la performance et la rétention de tes collaborateurs. Autrement dit, oui, simplifier les choses, ça te donne l'impression que tu simplifies ta vie de manager, mais en réalité, ça va la compliquer parce que les gens vont être démotivés, ils ne vont plus être impliqués. Et donc, il vaut mieux beaucoup plus miser sur leur aptitude à gérer de la complexité. D'ailleurs, on va prendre 2 minutes pour réfléchir. Réfléchis à tes meilleurs collaborateurs. Ok, tu les as en tête? Eh ben, je te parie qu'ils ont tous 2 caractéristiques. 1, ils ont une forte différenciation. C'est-à-dire que c'est des individus uniques. C'est un petit peu des héros dans l'entreprise. Ils sont différents des autres. Ils ont une caractéristique différente ou plusieurs caractéristiques différentes. Et ils ont réalisé leur potentiel. 2, ils sont intégrés dans ton équipe. C'est-à-dire que ce sont des héros utiles. Ce ne sont pas des divas qui ne vivent que pour elles-mêmes. C'était la première révélation. Deuxième révélation, la théorie de gratification différée est fausse. C'est quoi la théorie de gratification différée? En gros, c'est l'idée selon laquelle on accepte d'avoir une vie misérable maintenant, en travaillant beaucoup, pour avoir une vie formidable plus tard. C'est-à-dire, si c'est dur maintenant, si je fais des choses que j'aime pas faire, je les fais parce que je suis très motivé par mon avenir qui sera meilleur. Donc, ça paraît une bonne manière de dire aux gens de travailler, de leur dire oui, mais si tu travailles, il t'arrivera quelque chose de bien après. Ça paraît une bonne manière de se le dire à soi-même, mais en réalité, et ça je l'avais vu en regardant d'autres études par d'autres personnes, en réalité, ça marche pas. En fait, nous projeter dans un futur hypothétique dans lequel on aura plein de gratifications, intellectuellement, ça peut nous convaincre, mais en vrai, ça fonctionne pas, et c'est ça qui explique aussi la procrastination. Exemple, je sais que je dois travailler pour préparer ce bon sang de live, mais je le fais pas parce qu'en fait, il n'y a pas de gratification immédiate, et je préfère à la place aller regarder Netflix parce que j'ai tout de suite la gratification.
En réalité, je ne pourrais me mettre qu'à travailler sur ce live qui va être dans l'avenir et qui va me procurer du plaisir dans l'avenir, que parce que travailler sur ce live, ça me donne une gratification immédiate. En fait, quand on est capable de se mettre dans l'état de flow, on est capable de se mettre dans une condition où on éprouve le plus d'épanouissement. Contrairement au plaisir, je vais y revenir sur le concept de plaisir, puisque regarder Netflix, c'est du plaisir, mais c'est pas de l'épanouissement. Mais je vais en parler dans la révélation numéro 3. Bref, ces activités, elles doivent être agréables maintenant, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont agréables parce qu'elles représentent un challenge. Pourquoi c'est agréable de faire une activité qui représente un challenge? Parce que ça va permettre d'occuper la totalité de la bande passante de notre cerveau, et c'est ça qui va nous faire ressentir cette espèce de jouissance, cette espèce d'accomplissement. Si tu me crois pas, si tu me dis mais non, c'est pas vrai, les tâches les plus gratifiantes à faire immédiatement, c'est celles où il y a le moins d'efforts, demande-toi pourquoi il y a autant de gens qui passent toute leur nuit dans une expérience immersive de jeux vidéo, qui en oublient de manger, etc. C'est bien que cette expérience immersive, elle leur procure un sentiment de bien-être total. Et pourquoi elle leur donne un sentiment de bien-être total, parce que leur cerveau, qu'il soit grand, qu'il soit petit, il est sollicité. Et du coup, il ne peut plus ruminer, il peut plus avoir d'angoisse, il peut plus avoir de rumination par rapport au passé, parce que toute la bande passante est prise, et c'est le principe des jeux vidéo, comme toute ta bande passante est prise, en fait, il n'y a plus que le jeu vidéo qui compte, tu te rends plus du tout compte de ton environnement, tu te rends même plus compte que tu as faim, etc. Et donc, ça peut même conduire à une addiction. Il y a plein de gens qui passent leur nuit sur des jeux, parce que, en fait, ces jeux satisfont leurs besoins de stimulation du cerveau. Le problème avec les jeux, évidemment, c'est justement qu'il n'y aura pas de vraie gratification future, il y aura plutôt l'inverse d'une gratification future, et quand on s'en rend compte, il est trop tard. Mais quand même, ça prouve que, oui, ce qui va nous permettre de nous atteler à des tâches difficiles, c'est que ces tâches difficiles vont nous procurer de la gratification. Révélation numéro 3, à quoi vais-je consacrer mes bits ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, ce que je viens de dire, c'est que le flow, c'était un sentiment formidable. Quand on ressent le flow, on perd toute notion du temps. Donc, je le disais, on n'a plus de rumination, puisque on oublie le passé. On n'a plus d'angoisse, parce qu'on oublie le futur. Et on se sent totalement en contrôle de notre situation. En fait, nos pensées et nos actions ne sont plus distinctes. Et en fait, cette sensation formidable s'explique par la saturation de notre attention. C'est-à-dire que notre cerveau, comme il est sollicité à 100% par la tâche qu'on effectue, il nous met dans un état d'immersion totale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de bande passante ? Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau, il a une capacité à traiter de l'information. Elle est évaluée à peu près à 110 bits par seconde. C'est une unité de mesure de notre attention. D'après le chercheur Csikszentmihalyi Ali, une conversation avec une personne, ça va mobiliser 40 bits de notre attention. Ça explique pourquoi tu es capable à la fois de conduire ta voiture et de m'écouter. Par contre, si deux personnes se mettent à parler en même temps, c'est-à-dire moi que tu es en train d'écouter, plus la personne qui est assise à côté de toi dans la voiture, il va y avoir 80 bits de ton attention qui vont être sollicités. Tu vas peut-être devoir ralentir ta voiture ou tu vas peut-être devoir choisir entre m'écouter moi ou écouter l'autre personne. Bref, une activité qui est totalement immersive, elle prend toute ton attention, c'est-à-dire 110 bits par seconde. Et c'est là qu'on va faire la différence entre plaisir et accomplissement. En fait, on voit qu'on a une énergie psychique limitée, mais on peut se créer un capital psychique. Tu l'as compris, notre capacité d'attention, c'est 110 bits d'information par seconde. Ça veut dire qu'au cours de notre vie, on va pouvoir traiter environ 173 milliards de bits. La question, c'est est-ce qu'on va les dépenser ou est-ce qu'on va les investir ? Les dépenser, ça veut dire juste chercher du plaisir ou
des activités qui vont pas plus loin que simplement saturer notre attention, comme les jeux vidéo, alors que quand on les investit, on les utilise. C'est-à-dire que de la même manière, on va saturer notre attention, mais on va saturer notre attention pour progresser, pour apprendre des choses, pour produire quelque chose. Et c'est là où on peut faire une différence entre la gratification immédiate qui est à la fois donnée par un jeu vidéo, mais aussi par une tâche dans laquelle tu t'immerges complètement. C'est que dans un cas, le jeu vidéo, tu dépenses ta capacité d'attention. Dans l'autre cas, tu investis ta capacité d'attention. Et la bonne nouvelle, c'est que l'être humain, il est câblé pour utiliser cette capacité. Ça explique d'ailleurs pourquoi on se met à gamberger dès qu'on n'est pas assez stimulé. Quand on n'est pas assez stimulé, on se met à s'inquiéter, à stresser, etc. Et donc, les moments où on ressent cet épanouissement dont je parlais juste avant, c'est quand à la fois on sature notre capacité d'attention et à la fois on sait au fond de nous qu'on est en train de la saturer pour l'avenir, c'est-à-dire pour construire notre capital psychique. Parce que même si notre capacité d'attention est limitée, c'est 110 bits par seconde, le fait de l'avoir beaucoup sollicité pour des tâches constructives qui nous apprennent des choses, ça va construire notre capital psychique. C'est-à-dire qu'on va emmagasiner des automatismes, des connaissances, des compétences qui vont nous permettre d'utiliser moins de bandes passantes pour faire la même chose. Exemple, tu conduis ta voiture. Tu apprends à conduire, ça va mobiliser toute ton attention. Pourquoi ? Parce que t'as pas encore intégré les compétences. Une fois que tu auras fait des leçons de conduite et que tu auras quelques milliers de kilomètres derrière toi, ça ne va plus utiliser qu'une petite partie de ta capacité d'attention. Et donc, ça veut dire que quand tu investis cette capacité d'attention pour faire des tâches utiles, etc., eh bien, tu augmentes de plus en plus ton potentiel, tu augmentes tes compétences. Et le cercle vertueux, c'est que plus tu fais du flow qui te permet de progresser, plus ton expérience de flow est gratifiante. Voilà. C'était la 3e révélation. 4e révélation, c'est que ça part du principe que quelquefois, même en ayant été jusqu'au bout de notre capacité psychique, on a encore du mal à résoudre toutes les tâches. Et c'est la 4e révélation, c'est les entreprises les plus performantes sont celles qui auront le meilleur capital social. Quand je dis capital social, c'est pas au sens comptable du terme, tu vas voir. En fait, ce qui se passe, c'est que pour réussir des challenges de plus en plus complexes, parfois l'individu tout seul ne suffit pas. Il a besoin d'un environnement avec d'autres cerveaux, d'autres personnes qui vont travailler de concert avec lui. Et donc, ça veut dire que le flow, il peut aussi être ressenti en groupe, où le groupe peut être nécessaire pour te faire ressentir ton flow. L'exemple typique, c'est un chirurgien. Un chirurgien, quand il opère, quand il est sur un challenge très élevé où il doit opérer un patient en étant extrêmement concentré, il va éprouver le flow déjà parce que toute sa bande passante va être mobilisée par ce qu'il est en train de faire. Il va perdre la notion du temps, etc., etc. Mais en plus, il va encore ressentir un flow supérieur s'il est parfaitement coordonné avec les infirmières, les assistants, etc. Et il va éprouver le plus grand plaisir quand toute l'équipe sera focalisée sur le même objectif que lui. Voilà pourquoi je pense que pour transformer les entreprises, tout doit partir du dirigeant, que tu sois entrepreneur ou manager. Il faut d'abord comprendre le flow, il faut d'abord le ressentir soi-même. D'ailleurs, la plupart des dirigeants et des managers performants dont tu fais sûrement partie, c'est des gens qui sont heureux parce qu'ils maîtrisent sans le savoir le flow, voire ils sont accros au flow. Première étape donc. Ensuite, ils vont réfléchir à comment faire travailler leurs collaborateurs en flow. Une fois qu'ils auront compris que ça les rendait plus performants, ils vont se dire, si je rends aussi mes collaborateurs performants, si je développe leur capacité à éprouver du flow, je vais avoir des collaborateurs plus performants. Et 3e étape, ils vont se dire, mais si toute l'équipe peut travailler en flow, si toute l'entreprise peut travailler en flow, eh bien, on va construire plus que du capital psychique. Le capital psychique, c'est ce qui reste dans la tête de chacune des personnes. On va construire
ce que Csikszentmihalyi appelle le capital social, c'est-à-dire l'intelligence de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité à collaborer de mieux en mieux, c'est-à-dire quoi? L'intelligence collective. Et donc, c'est la quatrième révélation que j'ai eue, c'est que il y a un lien direct entre l'expérience du flow et l'intelligence collective dont j'ai déjà parlé et sur laquelle j'ai déjà fait une formation avec Olivier Margerand. En fait, je me suis rendu compte en relisant Csikszentmihalyi que tous les outils d'intelligence collective qu'on avait étudiés, qu'on avait proposés dans notre formation, la formation qui s'appelle IMAX, pour générer un engagement maximal, tout ça, c'est des outils qui favorisent le flow collectif. Parce que pour ressentir le flow, faut pas avoir de problème de contrôle. Par exemple, tu peux pas ressentir le flow si tu as peur de l'échec. Ça va te sortir du flow, la peur de l'échec. Et c'est parfois ce qui peut se passer quand tu es dans un environnement où il n'y a pas d'intelligence collective. Un autre truc qui te sort du flow, c'est la peur du jugement des autres. Par exemple, si t'as pas mis en place les conditions quand tu dois faire une session de travail avec tes collaborateurs, si t'as pas mis en place ce qu'il faut pour éviter la peur du jugement, et c'est ce qu'on fait avec nos outils d'intelligence collective, t'arriveras pas à avoir un bon état de flow. Donc ça, c'était ma quatrième révélation. J'en ai encore une cinquième. Ma cinquième révélation, c'est oui, il faut une vision. Alors là, si tu me connais, tu te dis peut-être, tiens, c'est pas ce que Cédric a toujours dit. Mais c'est vrai. En fait, ce que j'ai surtout dit, ce que j'ai souvent dit, c'est vaut mieux une bonne culture qu'une bonne vision. Je le pense toujours, mais je vais quand même mettre un bémol, parce que je me suis rendu compte d'un truc qui a fait évoluer mon modèle mental, c'est que je vais faire un parallèle entre ce que je dis sur la culture, et ce que j'ai toujours dit sur la culture, et ce que je vais dire maintenant sur la vision. Concernant la culture, j'ai toujours dit que la bonne culture, c'est celle qui est la somme des comportements dans l'entreprise. Autrement dit, une culture que tu peux pas rattacher à des valeurs qui sont elles-mêmes rattachées à des comportements ne sert à rien, voire elle est contre-productive. Donc, j'ai toujours incité les dirigeants et les managers à travailler sur leur culture, étant donné que la culture, la bonne définition de la culture, c'est la somme des comportements. Et en fait, en relisant Csikszentmihalyi, je me suis rendu compte que pour la vision, c'est pareil. En fait, vaut mieux pas de vision, ça j'ai toujours dit, plutôt qu'une vision qu'on n'applique pas. Maintenant, le top du top, c'est une vision idéale. Et c'est quoi une vision idéale? C'est une vision qu'on vit tous les jours dans sa boîte, exactement comme la culture. Et je trouve que... alors, il y a une citation, en fait, qui m'a fait tilt, c'est la définition de la vision par Csikszentmihalyi. La vision peut être définie comme l'évolution anticipée d'une organisation qui a pris conscience de son propre potentiel. La vision peut être définie comme l'évolution anticipée d'une organisation qui a pris conscience de son propre potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision, c'est une projection dans l'avenir de ce que l'organisation peut devenir, ça on le savait, mais en prenant en compte ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces. Elle implique donc une prise de conscience de son potentiel, comme pour un être humain, et une volonté d'exploiter pleinement ce potentiel pour atteindre des objectifs ambitieux. J'aime beaucoup cette définition parce qu'elle part de l'intérieur de la boîte. Et donc, on pourrait dire que l'âme d'une boîte, c'est quoi? C'est sa culture et sa vision. La culture, c'est comment on fait les choses, et la vision, c'est en quoi on croit, vers quoi on va. Et ça, c'est vraiment deux choses qui ont résonné quasiment en même temps. Ça a été ce que j'ai lu dans le bouquin de Csikszentmihalyi qui m'a fait dire mais ouais, en fait la vision oui, elle est nécessaire et c'est ça. Et la conclusion d'une discussion que j'ai eue avec Romain Collignon, c'est un podcast qui est peut-être déjà publié ou à venir, mais où on parle de manager avec deux têtes. Donc dans ce podcast, de quoi on va parler? On va parler de avoir deux personnes à la tête d'une entreprise, un visionnaire et ce que j'appelle un réalisateur. Et à un moment, ce qu'on a conclu avec Romain, puisque lui il travaille comme ça, que moi aussi je travaille comme ça, il a dit un truc qui m'a fait tilt: le plus beau cadeau à faire à ton réalisateur, c'est de lui offrir une vision. Et c'est ça la clé en fait, c'est que ta vision, ça va permettre à ton réalisateur, à tes équipes, de s'appuyer sur quelque chose, pour diriger leurs actions. Et donc, ça souligne aussi, et c'est pour ça que j'aime bien la vision comme ça, ok, j'accepte, c'est l'ancrage d'une vision dans les actions quotidiennes des collaborateurs.
Voilà, 5 révélations, je te les répète. La première, c'est il faut pas simplifier les tâches de nos collaborateurs. La deuxième, c'est la théorie de la gratification différée est fausse. La troisième, c'est à quoi vais-je consacrer mes bits. La quatrième, c'est les entreprises les plus performantes sont celles qui auront le meilleur capital social. La cinquième, c'est oui, il faut une vision. J'ai pensé que ces révélations pourraient être utiles. J'espère qu'elles ont fait naître quelques déclics dans ton cerveau d'entrepreneur ou de manager. Si tu veux aller plus loin, si tu veux assister au live sur le flow, eh ben, il faut vite que tu suives le lien que j'ai mis en descriptif. Ça va te permettre de creuser le sujet. Je te souhaite une super semaine.